Bonjour à tous ceux qui sont présents. Ce que je vous propose, 10h31, on va attendre quelques minutes, quelques instants pour laisser arriver les autres participants, les autres inscrits. Et puis on commencera tranquillement pour ne pas trop dériver. En attendant, ouais, vous avez là en fond d'écran, en fond de tâche, du coup, les différents éléments, en tout cas les tout prochains éléments, les événements pardon, organisés par ID4K sur les semaines à venir. Donc, n'hésitez pas à y jeter un œil et vous inscrire. Merci, à tout de suite. Je vous propose qu'on attende peut-être jusqu'à 10h35, donc elle a encore 2-3 minutes et puis on commencera. Allez, on va commencer. Ça va faire venir les retardataires. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je me présente, Bruno Boucher, ID4Car en charge du développement de l'activité d'ID4Car en Nouvelle-Aquitaine, donc sur le territoire régional. On vous a réunis aujourd'hui pour vous présenter un webinaire dans le cadre des mobilités, cœur de métier d'ID4Car, qui est à la fois, je le rappelle, un pôle de compétitivité et classe d'entreprise. Donc, un webinaire sur le thème du GPS. Alors, webinaire organisé en partenariat avec Topos. Camille Coste vous dira quelques mots tout à l'heure. En tout cas, webinaire organisé autour du GPS parce qu'il nous semblait bon de vous présenter quelques cas d'usage parmi les tant de cas d'usage qui existent aujourd'hui. En effet, le GPS ou Global Positioning System a été créé dans les années 70, début des années 70 par les États-Unis à des fins militaires. Et puis, dans le milieu des années 80, cet usage a été ouvert à l'usage civil, a été rendu opérationnel et donc du coup public pour tout un chacun. D'abord dans des usages liés au maritime, au secteur terrestre, à l'aérien, mais aussi dans le cadre de suivi de flotte, de calculateurs d'itinéraire, mais aussi des usages au titre des loisirs,
alors dans ce cas, on peut repérer que le GPS est vraiment omniprésent. Il est présent chez nous, sur nos téléphones, sur nos smartphones, en tout cas dans nos voitures, tout plein de cas d'usage. Et nous souhaitions donc en effet vous référencer, vous présenter quelques cas d'usage référencés chez 3 des acteurs présents sur le territoire. Ce que je vous propose, c'est qu'en cas de questions, vous avez la possibilité pour les participants de les poser sur le chat qui figure en bas de votre écran, donc dans l'aspect discussion. Et du coup, nous nous concentrerons avec Camille sur les réponses et pouvoir y répondre. Camille, tu veux nous dire quelques mots? Et puis ensuite, comme ça, on listera ensuite et on présentera ensuite les acteurs et les 3 cas d'usage présentés. Merci Bruno. Bonjour à tous. Donc, je suis l'animatrice du cluster Topos, un cluster qui réunit les acteurs de la mobilité intelligente en Nouvelle-Aquitaine. Topos et ID4Car sont associés depuis 1 an pour renforcer l'écosystème en Nouvelle-Aquitaine et donc participer, communiquer sur les événements des 2 réseaux et organiser des projets communs. Je suis donc ravie d'avoir pu associer 2 de mes adhérents au webinaire qui sont organisés par Bruno sur cette thématique de la géolocalisation. Je te laisse prendre la main, Bruno. Super, merci Camille. Oui, donc comme je vous le disais, donc le thème d'aujourd'hui, en tout cas le webinaire du jour, est dédié à l'usage du GPS. On verra, et ça j'en parlerai un petit peu après, mais dans l'événement qui suivra la semaine prochaine sur les alternatives au GPS. En tout cas, pour ce qui nous concerne, donc l'objet du jour, l'usage du GPS, 3 acteurs aujourd'hui, Strada, via son vice-président Ludovic Simoneau, qui nous présentera l'usage du GPS qu'en fait Strada dans ses applications professionnelles. Un deuxième usage lié aux micromobilités par Velco et Pierre Régnier, son président. Et puis un dernier usage lié à, je dirais, la cartographie de parcelles viticoles via RVS Consultant Viticole et Antoine Oriot qui est cartographe chez RVS. Donc voilà, autant d'usages, on aurait pu vous en sortir des dizaines. On a décidé de s'en concentrer sur 3 des acteurs de nos territoires, en tout cas du territoire du Grand Ouest. Ludovic, je propose de te passer la parole pour Strada. Merci à toi. Ok, très bien. Bah, écoute, merci Bruno. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Ravi d'être avec vous aujourd'hui et de pouvoir voilà, vous mettre en avant et vous éclairer sur ce que est Strada et ce sur quoi nous intervenons. Alors, le temps de partager mon écran, je pense que vous le voyez tous. Hop, je vais essayer de... Voilà. Très bien. Alors, pour commencer, oui, tu le disais, Bruno, en introduction, le GPS et plus particulièrement la géolocalisation ou encore plus, ce que l'on dit bien souvent, le géocoding, est entré vraiment dans notre quotidien, dans notre usage, à la fois à titre professionnel, puis aussi à titre, on va dire, particulier, que ce soit effectivement pour faire nos courses, nous déplacer, aller voir la famille, ou même pour tout simplement suivre un colis que nous avons commandé, puisque ça rentre effectivement, il y a énormément d'autres usages. Comme tu le disais, à la création, c'était à des fins militaires, ça nous permettait effectivement d'avoir un positionnement point, ce qu'on appelle un point, des coordonnées, on va dire latitude et longitude, pour bien situer où on se trouve. Depuis, on a trouvé effectivement énormément d'usages. Et Strada, pour vous présenter Strada en quelques mots, Strada intervient avec notre siège qui se situe en Nouvelle-Aquitaine, basé à Bressuire, société qui a maintenant pratiquement plus de 27 ans, a commencé effectivement à adresser, si vous voulez, des solutions pour le transport routier de marchandises, bien évidemment avec le temps et la technologie évoluant, nous sommes effectivement développés sur des couvertures où on associe de plus en plus le temps réel, et c'est ce que je vous propose un peu de découvrir en termes d'application, c'est comment on peut associer
une situation, un point, avec par exemple l'activité d'un véhicule, d'un conducteur et même d'autres activités. Puis je vous propose après de dresser quelques perspectives qui sont l'intégration des solutions constructeurs, parce que de plus en plus, de façon native maintenant, dans nos véhicules, on a déjà des éléments qui sont prééquipés, qui nous permettent de récupérer ce qu'on appelle de la data et des informations. Et bien évidemment, tout l'enjeu, ça va être finalement, qu'est-ce qu'on en fait, quelle exploitation de cette information on peut en faire. Alors, Ludovic, rapidement, excuse-moi, oui, Ludovic, oui, as-tu partagé ton écran parce qu'on n'a oui. pas de visuel? Alors, j'ai partagé mon écran. Je suis à la diapo 2. Ça devrait fonctionner. Attendez, ne bougez pas, partagez. Dites-moi si vous le voyez, mon Ouais, écran. c'est tout bon maintenant. Ah, super, génial. Merci. Voilà, donc ce que j'ai évoqué, hop, on va mettre le diaporama, voilà, c'était de vous faire un peu un éclairage sur comment on peut capitaliser sur l'association du temps réel dans le marché que l'on dresse, qui est surtout une activité liée, vous l'imaginez, au transport routier, mais vous allez voir, c'est un peu plus large. Les solutions constructeurs, c'est important qu'on évoque, vous allez voir, ça peut aussi vous donner effectivement des orientations dans les choix que vous pourriez parfois faire. Et puis, l'enjeu majeur qu'on abordera, qui est tout l'aspect prédictif, c'est-à-dire comment on peut prévoir les choses, comment on peut faire une exploitation de cette data. Alors, rapidement, Strada, comme évoqué dans le visuel que je vous présente, en quête de simplicité, c'est surtout une couverture fonctionnelle qui tourne autour de, on va dire, 5 produits qui sont la gestion du temps, part-time, le tracking, donc on est vraiment sur la géolocalisation, le TMS, dans notre monde du transport routier, c'est le Transport Management System, c'est ce qui permet en fait surtout d'organiser l'aspect gestion de parc, de flotte, qui est importante dans ces univers-là, et bien évidemment, sans oublier le pilotage. Alors, en clair, l'ensemble de notre, je dirais, de notre solution et les solutions que l'on propose, c'est surtout avant tout une façon nouvelle à la fois de pouvoir organiser, piloter et suivre effectivement l'ensemble de vos activités. Alors, je vous ai décrit, je ne vais pas revenir dessus, l'ensemble de nos valeurs. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a à peu près plus de 100 000 conducteurs qui sont connectés en permanence tous les jours. Également, on a plus de 8 000 véhicules en permanence connectés que l'on suit, on va dire, à la minute. Mais c'est surtout les utilisateurs qui en font le bénéfice. Et c'est une entreprise, Strada, aujourd'hui, on a plus de 5 000 clients en Europe. Alors, concrètement, pour entrer dans le vif du sujet de ce webinaire, c'est une plateforme, effectivement, comme Strada Tracking. C'est quoi? Écoutez, la meilleure façon de vous la représenter, c'est à la fois de vous parler d'Annabelle, par exemple, qui est responsable d'une flotte transport et qui à la fois a des véhicules et des conducteurs. Et l'enjeu, c'est de pouvoir associer effectivement l'ensemble des informations. Alors, dans notre monde et le marché que l'on adresse, il est important de prendre en compte toute la dimension réglementaire, légale. Un conducteur dans le transport poids lourd, par exemple, est excessivement encadré. Il y a ce qu'on appelle les temps de conduite, les temps de repos, les temps de travail qui sont extrêmement bien encadrés pour des questions de sécurité à la fois et aussi de suivi, on va dire, social de l'ensemble des équipes. Et depuis maintenant quelques temps, depuis quelques années, on associe effectivement cette notion GPS, cette notion de géolocalisation avec la notion du type d'activité, ce qui permet de, franchement, rapprocher la proximité du terrain pour Annabelle qui suit à distance, par exemple depuis sa salle d'exploitation, l'ensemble des conducteurs et des véhicules qui sont sur le terrain, et donc d'être amené à prendre les bonnes décisions, puisqu'on voit de plus en plus la nécessité d'être dans une situation temps réel, parce que derrière, il y a effectivement plein d'événements qui peuvent se produire, et donc ça permet à chacun d'être connecté et d'avoir la meilleure situation pour prendre les bonnes décisions. C'est-à-dire que l'ETA, ou ce que vous pouvez connaître sur des applications qui vont vous donner le meilleur itinéraire, le meilleur trajet, c'est bien, ce sont des calculateurs, on les intègre, nous, dans nos couvertures fonctionnelles. Pour autant, ça ne suffit pas parce qu'il faut vraiment prendre en compte la situation temps réel. Alors, ça peut être des intempéries, ça peut être des bouchons, ça peut être une multitude d'autres choses, ça peut être des changements de programme, et ça peut être tout type d'incidents, ça peut être des maintenances, ça peut être des arrêts non programmés. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'en permanence, nous sommes tous demandeurs d'une certaine fiabilité, et pour atteindre ce niveau de fiabilité, il faut être en mesure de prendre effectivement les bonnes décisions. Concrètement, c'est quoi tracking? C'est de pouvoir effectivement associer ce qu'on appelle un point de géolocalisation ou geocoding avec effectivement la nature d'activité et l'environnement dans lequel se trouve effectivement cette activité.
Alors, Strada Tracking, pourquoi? D'abord, si on prend Francis, Francis permet de communiquer aujourd'hui de plus en plus, et non pas par de simples messages, mais par vraiment des dispositifs de data très avancés. Alors, il y a plusieurs façons de les récupérer. Il y a ce qu'on appelle des boîtiers qui sont embarqués, il y a le téléphone portable, bien évidemment, il y a ce qu'on appelle toutes les API, hein, qui sont effectivement une source d'information et d'interopérabilité, puisqu'on voit aujourd'hui que on a une richesse assez forte, voire même considérable, d'informations qu'on est capable de connecter et de récupérer. Ça peut être effectivement, je vous dis, la température d'un véhicule, on va le voir, ça peut être effectivement la pression des pneus, ça peut être effectivement le statut du conducteur. Encore une fois, tous ces éléments-là, ils sont très fluidifiés aujourd'hui par cette facilité d'interconnecter l'ensemble des informations, d'avoir des positions très précises, avec des précisions de l'ordre de 50 cm. Aujourd'hui, on est vraiment très proche dans nos activités. Alors, il existe aussi des systèmes, mais je crois que ça fait l'objet d'un autre webinaire sur lequel on rentre beaucoup plus dans la technologie. Là, ce qui est important, c'est de décrire à peu près les usages. Alors, c'est encore une fois gagner du temps, c'est au plus près du terrain et de l'information avec des dispositifs qui sont surtout flexibles, parce que pendant un temps, il était important de faire des installations très importantes, des investissements lourds pour équiper ce qu'on appelle faire de l'informatique embarquée. Et évidemment, aujourd'hui, ça s'est démocratisé, la technologie aussi s'est accélérée, hein. Ça peut être la 4G, ça peut être la 5G, et comme les API constructeurs, on voit que de plus en plus, on a énormément d'informations. Alors, juste une petite parenthèse sur les API constructeurs. Jusqu'à maintenant, il fallait mettre en place un boîtier dans le véhicule qui était nécessaire d'être installé. De plus en plus, les constructeurs de véhicules intègrent en première monte des boîtiers pour lesquels nous connectons, et ce qui nous permet de récupérer ce qu'on appelle à la fois des données sociales par l'intermédiaire du tachygraphe, des données aussi de géolocalisation. Alors là, on est vraiment dans le côté GPS, comme tu l'évoquais, Bruno, mais également tous les aspects techniques. Vous allez voir que les aspects techniques vont très loin, puisque ça peut être aussi des caméras qui peuvent être embarquées, qui filment la route et qui permettent de connaître la qualité de la route et de remonter ces informations, par exemple, aux opérateurs ou aux réseaux, par exemple, routiers ou infrastructures. Ça, c'est des éléments importants, mais ça peut être aussi sur la qualité d'une marchandise qui nécessite un soin ou une particularité assez spécifique. Alors, concrètement, visualiser les activités, c'est aussi prendre en compte des éléments importants. Alors, aujourd'hui, vous allez avoir ce qu'on appelle, ce qui existe le plus sur le marché, c'est effectivement la possibilité d'avoir un trajet optimisé et avoir une estimation de temps à l'arrivée. Bien évidemment, dans notre monde, on a besoin, nous, d'aller plus loin. Pour être plus efficace, on a besoin de prendre en compte, bien évidemment, des choses comme l'infotrafic, mais également toutes les contraintes qui peuvent être amenées. Prenez par exemple une région, alors là je vous ai représenté effectivement une cartographie qui représente plutôt le nord de la France. Je n'avais pas mis Aquitaine, mais on pourrait faire le même exercice. On a par exemple dans notre monde des contraintes, par exemple des interdictions de circuler, des contraintes par exemple de poids, de charge, des hauteurs de pont, qui en fait tout le monde ne peut pas. C'est-à-dire que quand vous avez un calculateur, pour ne pas le citer, comme Waze, qui va vous donner effectivement l'itinéraire optimisé, il ne va pas forcément prendre en compte toutes ces spécifications qui sont très importantes dans un métier où à un moment donné, vous allez avoir des contraintes, soit par la nature du chargement que vous transportez. Hein. Si vous transportez par exemple des produits radioactifs, vous êtes autorisé à circuler à certains endroits, à certaines heures. Si vous avez des transports de grand volume avec de la grande hauteur, bien évidemment, toutes les routes ne vous sont pas accessibles. Si vous avez des travaux, si vous avez des restrictions de l'ordre de poids, bien évidemment, il faut pouvoir intégrer toutes ces contraintes-là. Donc, vous voyez que, en quelques mots, à la fois, j'ai une situation conducteur, j'ai une situation, on va dire, réglementaire, j'ai une situation en temps réel, ça génère énormément d'informations. Je vous ai représenté, grosso modo, la prise en compte de ces situations en temps réel sur la cartographie qui se situe à droite de la diapositive, au-dessus de valoriser vos performances auprès de vos clients. Concrètement, pour ceux qui connaissent, c'est un peu le transpondeur d'un avion. C'est-à-dire que vous allez avoir énormément d'informations qui apparaissent. C'est-à-dire que quand vous allez cliquer sur une cartographie, vous allez avoir énormément d'informations qui concernent le véhicule. Ça peut être, je vous dis, des données techniques, ça peut être des données sociales, ça peut être aussi des contraintes, ça peut être des temps restants, ça peut être le temps qui vous reste avant de devoir faire un plein, de pouvoir faire des relais. Enfin, vous voyez qu'on est en train de mixer énormément d'informations, encore une fois, pour valoriser effectivement l'expérience
de vos clients qui sont utilisateurs de ce type de solution, de gagner en efficacité et surtout de prendre une place et de compétitivité importante quand vous êtes une entreprise et d'avoir cette réactivité pour être compétitif vis-à-vis de vos clients. Alors, bien évidemment, on cherche à aller plus loin. Et la gestion des risques fait partie, effectivement, par exemple, de nos expériences de géolocalisation. Typiquement, on parle beaucoup dans nos métiers d'infraction. On est capable d'anticiper les infractions. Ça peut être des dépassements de temps, ça peut être une route interdite, ça peut être des choses comme ça. Bien évidemment, je vous ai représenté la synthèse des infractions que l'on peut retrouver avec des heures précises et surtout avec l'anticipation du risque. Je pense que c'est un élément le plus important aujourd'hui qui vient dans cette couverture de géolocalisation. C'est plus qu'un point, hein, je l'ai déjà précisé, mais il est important d'insister. Je pense qu'aujourd'hui, dans toutes vos activités, avoir une information, c'est bien, puisque c'est rentré à la fois dans nos usages, mais être capable de l'anticiper, de prédire et de pouvoir faire effectivement des décisions, pouvoir mettre en œuvre des décisions qui sont les plus opportunes, ça nous paraît effectivement l'élément le plus important et d'augmenter la sécurité. Bien évidemment, on va plus loin aussi dans, par exemple, l'éco-conduite. C'est-à-dire, apprenez de votre data. C'est-à-dire, ne vous contentez plus de savoir où est le véhicule, mais apprenez effectivement qu'habituellement, à cette heure-là, il vaut mieux éviter de passer. Apprenez que certains de vos conducteurs ou transports que vous faites sont génératrices ou générateurs de plus de consommation ou globalement vous font prendre beaucoup plus de risques dans vos activités. Donc, encore une fois, monter en compétences, comme par exemple l'éco-conduite ou la gestion des infractions, c'est derrière agir sur augmenter la sécurité de vos activités et donc pérenniser votre clientèle, votre chiffre d'affaires ou vos clients. Alors, également, dans les données techniques, je vous ai simplement représenté un exemple pour vous montrer le croisement des données que l'on peut demain et que l'on a, nous, aujourd'hui, intégrées dans notre panel de solutions. C'est ce qu'on appelle les tunnels de profil de tolérance, où, par exemple, on voit aujourd'hui de plus en plus, quand vous transportez des vaccins, quand vous transportez des animaux, vous avez besoin de respecter des choses soit de façon réglementaire ou soit d'engagement contractuel. C'est de pouvoir croiser, si vous voulez, à la fois la situation pour être capable de faire a posteriori le scénario de étions-nous bien conformes, mais c'est aussi également la possibilité de croiser en temps réel pour anticiper les risques. Par exemple, vous croisez la météo du jour avec votre tolérance effectivement de ce qu'on appelle effectivement ce fameux tunnel de tolérance pour dire effectivement il est peut-être préférable de reporter un départ ou d'avancer un départ ou de prendre des mesures par rapport à ce départ pour respecter et sécuriser vos engagements qui peuvent être à la fois réglementaires, je vous le dis, comme ils peuvent être effectivement contractuels vis-à-vis de vos clients. Et ça, c'est des éléments importants. Vous voyez qu'on va croiser de plus en plus la géolocalisation avec d'autres informations, comme par exemple des informations techniques. Là, je vous ai pris un exemple de la température, mais ça peut être bien sûr plein d'autres choses, avec aussi d'autres informations qui viennent de l'extérieur pour être capable d'anticiper les événements. Alors, derrière, effectivement, valoriser, c'est aussi la possibilité, par exemple, de programmer. Alors, l'écran qui apparaît en haut, c'est simplement un écran de paramétrage. Vous allez cliquer sur un certain nombre, effectivement, d'options, de cases, qui vont vous permettre, par exemple, d'effectuer des check-ups de véhicules en temps réel. Je vous laisse imaginer qu'aujourd'hui, une gestion de parc, par exemple, en début de semaine ou tout au long de la semaine, vous avez souvent des coéquipiers ou des personnes qui font le tour de parc pour vérifier, effectivement, si tout est conforme. À l'image, si vous voulez, aujourd'hui, ce qui a été introduit dans la Formule 1 maintenant il y a quelques années, on est capable en temps réel de connaître l'ensemble de la situation pour être sûr de partir en sécurité, d'être conforme par rapport à tous les éléments techniques et encore une fois de sécuriser. Mais c'est aussi de l'historisation, donc ce qui vous permet d'apprendre de vos activités, c'est-à-dire que ça vous permet de savoir qu'il y a des scénarios qui sont peut-être plus envisageables que d'autres, et donc d'apprendre de ces activités et d'agir. Bien évidemment aussi, c'est aussi la possibilité de faire grandir vos équipes. Alors typiquement, nous, ce sont des fonctionnalités qu'on a intégrées de façon native dans nos outils. C'est de pouvoir vous donner une projection sur le profil, par exemple, d'accélération, de consommation, de décélération, de régime moteur, qui vous permettent de former, de monter en compétence vos équipes. Mais encore une fois, pour à la fois des questions d'efficacité, mais aussi de pérennité de vos activités qui seront plus durables. Donc, vous êtes capable d'avoir un scoring, par exemple, pour chaque profil et de dire, voilà, en fonction du transport, en fonction du profil, ça vous permet de dresser une cartographie à la fois très claire. Voilà. Alors,
c'est vraiment, j'ai essayé de balayer pour vous donner le plus de, je dirais, rapidement d'informations. Nous, on a une couverture, comme je vous le disais, pour aller plus loin. On gère en fait ce qu'on appelle de l'organisation au pilotage et au suivi des activités. On fait aussi beaucoup de conseils et de formations auprès de notre clientèle, puisque dans ce monde de GPS interconnecté, il existe aujourd'hui vraiment énormément de dispositifs. L'enjeu, c'est de pouvoir se retrouver, d'avoir le bon chemin dans l'ensemble de ces dispositifs qui soient cohérents et qui soient surtout utiles et pragmatiques aux activités que vous pilotez. Voilà. Enfin, et j'ai envie de vous dire, on a effectivement un écosystème, puisque nous sommes vraiment avec un ancrage territorial très fort. Nous avons une démarche effectivement avec la CCI des Deux-Sèvres. Nous avons intégré bien évidemment le groupe ID4Card. Nous avons intégré par exemple aussi l'accélérateur automobile. Alors à la fois nous sommes une entreprise qui a énormément d'expérience. On a un portefeuille de clients qui nous permet aussi de construire avec eux toutes les innovations de demain, mais c'est aussi en intégrant dans notre écosystème des nouvelles équipes, comme par exemple Wellcard, qui est notre forge de développement et qui nous permet de travailler ce qu'on appelle une software factory, d'aller beaucoup plus loin avec nos clients de ce qu'on peut leur proposer. Et on travaille bien évidemment, puisqu'on a intégré maintenant, depuis ces dernières années, la data science. On travaille avec l'Université de Poitiers, encore une fois, hein, avec un ancrage territorial fort, qui nous permet de développer des algorithmes et de proposer des solutions pour interconnecter, surtout croiser l'ensemble de ces informations dont je vous ai rapidement fait écho. Voilà, voilà Bruno, ce qui était intéressant de pouvoir partager avec vous tous. Merci Ludovic pour ton intervention. Oui, en effet, donc ce qu'on peut noter au travers de l'intervention de ton intervention, l'intervention de Strada, donc adhérent ID Forecast, en effet, on a pu observer la géolocalisation au sens de l'utilisation du GPS, du tracking, du suivi de flotte de transporteurs. Mais on note aussi, enfin moi ce que j'ai noté quand même comme chose importante, c'est que ce GPS finalement il intervient en complémentarité de tout plein d'autres outils qui vont vous permettre de suivre correctement à la fois le véhicule, mais aussi le conducteur, avec toutes les notions de risque que tu as pu expliquer sur à la fois l'itinéraire à suivre, mais aussi son temps de parcours, son temps de repos, et de même que vis-à-vis de la marchandise. Tu parlais de nucléaire tout à l'heure, tu parlais d'animaux également aussi, avec les contraintes que j'imagine sur les températures, sur les tunnels, etc., à emprunter ou non. Donc, en effet, merci pour cette présentation, Ludovic. Je le rappelle à tout le monde, n'hésitez pas à poser des questions via le chat que nous ferons monter. Sinon, après, moi, je te poserai quelques questions aussi, Ludovic, tout à l'heure. D'accord, avec grand plaisir. Si les questions ne viennent pas, j'en ai une ou deux à te poser. Ok, Ce que je grand vous plaisir. propose à présent, c'est de passer la main. Ou tu voulais rajouter quelque chose, peut-être, Ludovic? Non, non, très bien. Non, À très bien. l'écoute, voilà. Ça marche, merci. Ce que je vous propose à présent, c'est de passer sur un autre cas d'usage, l'usage du GPS, ou en tout cas de la géolocalisation, sur des usages liés aux micromobilités. Micromobilité, j'entends par là vélo, trottinette. Et pour ça, Pierre Régnier, qui est président de l'entreprise Vulco, va nous expliquer les usages, va nous expliquer les applications qu'il utilise pour ces services de façon à pouvoir suivre ces véhicules, de pouvoir les traquer, mais aussi de pouvoir rassurer l'utilisateur sur l'usage, et l'utilisateur et l'administrateur des véhicules. Pierre, je te laisse la parole. Tu dois avoir la Bonjour, main. parfait, merci. Bonjour Merci à à toi. tous. Normalement, vous devez voir mon écran, je pense. C'est bon, oui, merci. Parfait, super. Écoutez, bonjour à tous, ravi d'être là, merci beaucoup. Moi, aujourd'hui, effectivement, je vais vous parler de mobilité urbaine et notamment, plus spécifiquement, l'application du GPS dans l'industrie du vélo et notamment l'intégration donc, sur les vélos électriques. Voilà. Donc, Velco, nous, on est une société qui est basée à Nantes. On a été créé en 2016, en fait, par trois associés, Johnny, Romain et moi. Et donc, on a commencé en fait à mettre nos solutions sur le marché en 2020. Début 2020, donc au début du Covid, ça ne nous a pas pour autant arrêté. Et assez vite, donc on a obtenu pas mal de clients en France et à l'étranger. Et donc là, l'année 2021, c'est une année où on fait des déploiements assez massifs sur trois pays, principalement la France, l'Allemagne et les Pays-Bas. Voilà. Donc
pour faire un rapide tour d'horizon avant d'entrer dans le sujet, on est un peu plus d'une trentaine de personnes basées à Nantes, mais maintenant aussi à Rotterdam et à Francfort. On équipe, là, en un an, on a équipé, peu moins d'un an, on a équipé 30 000 véhicules, quasiment à 80% des vélos. Sinon, ce sont des trottinettes également et quelques motos électriques. Et à titre d'information, maintenant, on récupère à peu près un peu plus d'un million de données par jour. Je ne parle pas en volume de stockage, mais vraiment en nombre de données pures. Voilà. Et puis quelques informations, comme on est placé on se positionne sur un marché de la mobilité urbaine, donc vélo, trottinette et scooter électrique. Il y a un gros enjeu aussi de rendre les véhicules durables. On va voir comment, à travers le GPS notamment, on va réussir à rendre les véhicules durables, notamment à travers la maintenance prédictive. Et notre enjeu, hein, c'est de faire en sorte que les véhicules puissent avoir la durée de vie la plus longue possible. Voilà. Donc, on est positionné sur un marché qui est en pleine explosion. On se focus uniquement sur les vélos, 80% les vélos, et après, c'est les trottinettes et les scooters électriques. Ce qu'on veut, en fait, en 2024, c'est d'être le leader européen. On a un concurrent aux Pays-Bas, un concurrent aussi en Estonie. Et en fait, nos typologies clients, ce sont des fabricants de vélos et trottinettes et des gestionnaires de flotte qui opèrent des vélos pour le compte de collectivités. Par exemple, sur Paris, sur Nantes ou dans d'autres villes, hein, quasiment toutes les grandes villes en France. Et également des opérateurs privés qui opèrent sur certains territoires pour leur propre compte et pas pour le compte des collectivités. Donc voilà, aujourd'hui, c'est nos deux typologies de clients. Donc, par exemple, sur la France, on travaille avec Intersport, qui lance sa gamme de vélos électriques connectés, Norauto également, enfin, on en a plusieurs. Et les gestionnaires de flotte, on équipe par exemple la flotte de vélos Véligo en location longue durée à Paris, et après d'autres flottes privées dans différentes villes. Donc, en fait, nous, à travers le GPS, la technologie de géolocalisation, on va venir travailler trois éléments principaux. D'une part, il y a un gros enjeu de lutte contre le vandalisme, hein, sur ce type de véhicule. Également, la sécurité de l'utilisateur. Et après, la fiabilité des véhicules. Donc là, c'est tout ce qui touche en fait à la notion de maintenance. Voilà. Parce qu'il faut savoir que le GPS en tant que tel, le positionnement du véhicule, c'est bien, mais on peut faire des choses extraordinaires en le couplant, effectivement, comme ça a été dit précédemment, à d'autres typologies de données ou d'autres technologies qui vont faire qu'en fait, on va vraiment démultiplier le potentiel de la technologie et permettre vraiment de créer de la valeur ajoutée. Donc, on a deux solutions, une solution qui s'adresse aux gestionnaires de flotte et une solution qui s'adresse aux marques pour faire lancer du vélo connecté qui est vendu en fait au magasin. Et typiquement, grâce à la technologie de GPS, je vais rentrer après dans le comment, on va venir en fait apporter à la ville, qui est l'autorité organisatrice en général des appels d'offres et qui est le commanditaire des flottes de vélos en location ou en partage dans la ville. On va venir leur fournir en fait des rapports d'usage en fait des véhicules dans leur ville pour qu'ils comprennent vraiment comment sont utilisés les véhicules. Et surtout, aujourd'hui, vous l'avez compris, il y a un vrai enjeu aussi de cohabitation entre les voitures, les piétons et les vélos, entre autres, dans les grandes villes. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir les aider aussi à bien cibler où construire les infrastructures, parce que ce qu'on s'est aperçu à travers la récolte de données, c'est qu'il n'y a pas besoin de construire des pistes cyclables à gogo. Il suffit de les construire sur les principaux axes qui sont empruntés. Et finalement, on arrive déjà à couvrir 80-90% des flux des vélos et donc de sécuriser les déplacements. Après, il y a l'exploitant, donc celui qui vraiment opère la flotte, où grâce à la technologie GPS, on va lui permettre aussi de bien comprendre les usages, mais pas dans un objectif de développer les infrastructures routières, mais plutôt dans un objectif en fait d'augmenter, de mieux valoriser l'expérience client et du coup de faire en sorte que le vélo ne tombe jamais en panne, que le vélo puisse être accessible au bon endroit, au bon moment pour chaque utilisateur. Après, on a les mainteneurs, donc, qui utilisent aussi une partie des données de géolocalisation couplées aux données de maintenance du véhicule qu'on récupère pour leur permettre du coup de maintenir le véhicule et de faire en sorte qu'il soit
disponible un maximum de temps et de réduire les taux d'immobilisation en cas de panne ou en cas de vandalisme. Et enfin, l'utilisateur final qui va jouir du service complet. L'objectif pour nous, hein, c'est de l'inciter à utiliser le maximum le vélo pour délaisser la voiture et une partie des transports en commun. Et après, on a l'assembleur, celui qui fabrique le vélo en tant que tel, qui lui aussi bénéficie des données pour justement qu'on lui fait remonter en fait les données techniques aussi du vélo pour qu'il puisse l'améliorer, le rendre beaucoup plus fiable et robuste sur le long terme. Voilà. Et pour les vélos connectés qui sortent en magasin, donc là, vous allez chez Decathlon, Intersport ou le Vélociste à côté de chez vous, vous achetez votre vélo connecté. C'est à peu près le même principe. C'est-à-dire que la marque, elle va permettre de vraiment comprendre les usages pour développer après des produits qui vont être plus adaptés aux besoins du client. Ça ne sert à rien parfois de sortir un vélo qui a 200 km d'autonomie, on va augmenter de 50% le coût du vélo. Parfois, il vaut mieux avoir des vélos qui ont 50 km d'autonomie, on les recharge une fois par semaine et ça permet de rendre le vélo plus attractif et du coup de démocratiser auprès d'un maximum de personnes. L'assembleur toujours pour lui permettre en fait d'avoir de la traçabilité sur le véhicule en cas de panne et de comprendre d'où vient la panne. L'utilisateur pour lui permettre de jouir au maximum de son véhicule et le mainteneur pour en faciliter la maintenance. Et donc comment est-ce qu'on fait ça? En fait, on intègre un certain type de produits sur le véhicule. Donc, on a une gamme de produits, on a 3 produits aujourd'hui dans la gamme qui vont s'intégrer d'une manière ou d'une autre sur le véhicule. Donc, on a notamment un guidon connecté que je vais vous présenter après, un système de traceur GPS sous forme de boîtier. Et c'est vrai que sur ce type de véhicule, il y a un enjeu très fort d'intégration. C'est-à-dire que le GPS, la technologie GPS, soit capable d'émettre. Or, dans un vélo, il y a très peu de place. Ou alors, c'est externalisé, mais du coup, c'est facilement vandalisable. Et il peut y avoir de la casse aussi en cas d'accident, ce genre de choses. Donc, en fait, ce qu'on a réussi à faire, c'est notamment d'intégrer la technologie GPS, GSM et autres dans un guidon connecté, donc qui est en aluminium, et du coup, on arrive à permettre la perméabilité du matériau pour recevoir et émettre, notamment au niveau des antennes, les différents signaux. Et donc ça, c'est une technologie qu'on a brevetée et du coup qui est hyper facilement intégrable sur le véhicule, contrairement à des boîtiers classiques, quoi. Voilà. Et après, cette technologie communique avec nos serveurs et derrière retranscrivent l'information sur différentes plateformes. Donc, on a des plateformes pour les gestionnaires de flotte, on a également la plateforme pour le fabricant, comme je vous disais précédemment. Des API aussi, on fournit en open données certaines données qui sont anonymisées, comme des données techniques ou des données de flux, pour que différents services puissent se greffer dessus, typiquement des services comme Citymapper ou autres. Et après, des rapports d'activité qui sont générés à destination des collectivités pour les aider vraiment à mieux connaître en fait, les déplacements, les zones de vol, les zones d'accident aussi, dans le but de sécuriser les usages, aussi bien les piétons que les voitures que les vélos, quoi. Voilà. Et après, l'application mobile pour l'utilisateur, qui là est là aussi pour l'incentiver au quotidien, lui permettre aussi de sécuriser son véhicule, donc d'être alerté en cas de vol, d'avoir accès à ces données de statistiques, kilométrage, etc. CO2 économisé, argent économisé aussi par rapport à l'usage de la voiture. En fait, l'idée, c'est qu'ils se rendent compte de son impact aujourd'hui, l'impact de ses déplacements, quoi. Voilà. Et donc, justement, le fameux guidon connecté, c'est celui-là, il s'appelle le Neotrax. Donc, c'est une nouvelle version pour ceux qui connaissent peut-être notre ancien produit qui était le Wingbar, et donc qui permet en fait, qui intègre la technologie de géolocalisation, mais également qui vient se connecter via le buscan du vélo électrique. Donc, il vient se connecter sur le buscan et on vient en fait capter les différentes données du véhicule. Donc, il y en a à peu près entre 70 et 100 selon les typologies de motorisation. Et on est capable aussi d'envoyer des informations sur le véhicule. Typiquement, le mettre à jour à distance, d'être capable de bloquer l'assistance électrique, verrouiller le moteur, ce genre de choses en cas de vol. Et tout ça, ça part de la position du véhicule, donc du GPS, qui nous permet en fait du coup de détecter des déplacements
Et après, derrière, avec de l'intelligence embarquée sur le produit et sur nos serveurs, d'être capable de traiter l'information pour mettre en place telle ou telle action, quoi. Voilà, concrètement. Et après, ces données du Buscan, donc, qui proviennent par exemple de la batterie. Donc, on connaît le niveau de batterie, la tension aux cellules de la batterie, le capteur de couple du moteur, la température du moteur. Enfin, il y en a vraiment beaucoup. On les traite, on les analyse et on est capable après de définir des modèles de maintenance prédictive. Voilà. Et ces modèles de maintenance prédictive nous permettent justement non seulement d'apporter une valeur ajoutée complémentaires par rapport au GPS qui sont intégrés dans nos logiciels qui permettent vraiment de valoriser la technologie vis-à-vis d'usage en fait aujourd'hui. Donc ça, c'est typiquement le genre de logiciels qui sont assez, pour le coup, similaires à ce qu'a pu présenter du coup mon compère avant, mais appliqué plutôt sur d'autres typologies de véhicules. Donc, ça permet vraiment de gérer la flotte, d'exporter des données collectées du véhicule, d'être capable de les analyser. Et en fait, ces données-là, même, on les partage maintenant aux motoristes, ceux qui font les systèmes électriques et les fournisseurs de batteries des vélos, pour qu'ils puissent être capables aussi, eux-mêmes, du coup, de travailler ces données-là pour être capable de développer des systèmes plus performants. Typiquement, grâce à cette techno-là, du coup, on est capable, du coup, par exemple, d'offrir, comme l'a fait Tesla, 100 km d'autonomie supplémentaire parce que le fournisseur de batterie aura vu aura développé un nouveau logiciel qui permettrait d'optimiser la batterie. Il verra que l'utilisateur il est en Europe grâce à la technologie de géolocalisation GPS. Et du coup, OK, à tous les utilisateurs européens, on est capable d'offrir 100 km d'autonomie pour dépasser notre concurrent, par exemple, ou alors de résoudre des pannes à distance. Voilà, c'est ce genre de choses qu'on est capable de faire avec tout un volet aussi de statistiques d'usage. Voilà. L'assembleur, lui, il est capable du coup d'appairer les véhicules. C'est vrai que quand on intègre la technologie GPS sur un véhicule, il faut aussi être capable, en tant que fournisseur de technologie, de donner les outils de test également sur la fin de ligne de production à nos clients. Donc, par exemple, quand on travaille avec la manufacture française du cycle ou Cycle Europe, on leur fournit en fait des outils de test, tout ce qui est répéteur GPS, etc. On les forme pour qu'ils puissent, in fine, être capables en sortie de chaîne de production de valider que le véhicule connecté est 100% fonctionnel. Et ça, c'est vrai que c'est nouveau dans leur métier. Et il faut savoir que voilà, intégrer la technologie GPS et tout ce qui est autour, il y a énormément d'avantages, mais c'est aussi un changement pour certaines industries parce qu'on intervient vraiment dans leur process pour s'assurer que le véhicule est fonctionnel de bout en bout. Et après, donc, les API donc, là, qui permettent de remonter ces données-là. Vous savez que la position, enfin, la position du véhicule, c'est une donnée sensible. Donc, derrière, il y a des enjeux RGPD et également de sécurité qui sont à prendre en compte et qui sont de plus en plus contraignants. Donc, il faut vraiment porter un point d'attention sur ces sujets. Par exemple, nous, dans notre équipe, sur la trentaine, là, enfin, ils sont plus moins de 30 dans l'équipe technique, on a 3 ingénieurs qui bossent sur le hard et le logiciel embarqué, et on en a 25 qui bossent sur toute la partie logiciel et sécurité. Voilà. Donc le GPS, ça reste du hard, mais derrière, si on veut fournir vraiment une solution de bout en bout, à la fois l'intégration, le hardware et le logiciel, ça nécessite des compétences qui sont effectivement qui vont de la cybersécurité au développement logiciel jusqu'à la data science, effectivement, derrière, quoi. Voilà. Et après, bon, l'application mobile pour l'utilisateur qui permet d'avoir accès à différentes informations, sécuriser son véhicule avec des déclenchements d'alarme, ce genre de choses, en fonction justement de la position du véhicule, est-ce qu'il a bougé ou non, par exemple, et des alertes qui sont remontées. Et tout ça dans l'objectif en fait de l'incentiver au quotidien. C'est notamment grâce à la position GPS qu'on calcule tout ce qui est CO2 économisé, l'argent économisé par rapport à la voiture, les kilométrages, etc. Et on couple tout ça aussi à la maintenance pour faire des révisions tous les 1500 bornes, par exemple, sur le vélo, quoi. Voilà. Ça dépend de l'usage.
Et donc, l'idée, hein, c'est si vous souhaitez après intégrer ces technologies à vous lancer dans ce secteur, il y a un enjeu très fort en termes de process, donc d'abord travailler vraiment sur le besoin. Concrètement, qu'est-ce que vous voulez aujourd'hui? Pour faire quoi? Après, deuxièmement, c'est le hardware. Il faut choisir le bon hardware pour l'intégrer donc sur le véhicule. Ce ne sera pas le même hardware selon qu'on le met sur un camion, un vélo, même une trottinette ou, je ne sais pas moi, des colis, etc. Et pareil, le logiciel derrière aura des fonctions bien spécifiques. Et après, il y a quand même un enjeu aussi de suivi de KPI, de niveau de service qu'on appelle les SLA aussi à tenir. Voilà, pour valider que toute la flotte fonctionne bien et que les niveaux de performance attendus sont là, quoi. Voilà. Donc ça, c'est quelques clients. Et puis, bah, écoutez, voilà, si vous avez des questions, je suis à votre disposition et je serais ravi d'y répondre. Voilà. C'est noté. Merci Pierre. Merci Pierre pour ton intervention. C'est vrai que oui, ce qu'on peut retenir, hein, je pense que le maître mot encore, c'est complémentarité, hein, complémentarité de l'usage. Alors du GPS, mais en tout cas de la géoloc de façon générale avec d'autres outils, d'autres applications. Je vois d'ailleurs qu'il y a une question qui est apparue à ce titre. On y reviendra tout à l'heure, je te laisserai y répondre. Mm. Mais je retiendrai aussi flexibilité, puisque finalement, c'est aussi le maître mot côté Velcro, pouvoir équiper des modes doux en l'occurrence, hein, le vélo, la trottinette, d'équipement, en tout cas du type GPS, de puce GPS, et de façon à pouvoir répondre à la fois à une demande client, mais aussi à une demande, je dirais, administrateur, comme les autorités organisatrices de la mobilité que tu as citées tout à l'heure. Tout à fait. Merci à toi, Pierre. Je propose qu'on poursuive avec une intervention d'Antoine Ruot chez RVS Consultant Viticole. Là, cette fois-ci, pour voir un cas d'usage, un autre cas d'usage différent et du coup une application plus au titre de l'agriculture, de la viticulture et l'utilisation du GPS pour ces applications. Antoine, je te laisse la parole. Merci Bruno. Bonjour, du coup je suis Antoine Cornuau. Je suis géologue cartographe au sein du cabinet de conseil de consultants viticoles RVS. Je vais juste partager mon écran. Donc là, est-ce que vous voyez bien? Voilà. Oui, c'est bon, Antoine. Moi j'ai intégré RVS consultant viticole il y a plus de 2 ans et je suis géologue cartographe. Donc là, je vais vous présenter en fait tout ce qu'on fait dans le cabinet de conseil, en fait, surtout toutes les prestations qu'on utilise, mais c'est surtout qu'on fait, mais surtout, et sur chaque prestation, en fait, on utilise tout le temps le GPS. Donc là, je vais vous présenter surtout l'équipe. Donc, Richard Van Andregem à gauche, Kevin Berthaud, Florence Leving et donc Antoine Cornuau, moi-même. Richard Van Andregem, du coup, c'est celui qui a créé la société. Elle a été créée en 2003. On a environ plus de 100 clients, surtout à Bordeaux, mais également dans le sud-ouest et tout l'arc méditerranéen. On fait des suivis de vignes de plus de 3000 hectares qui sont suivis vraiment annuellement, c'est-à-dire qu'on passe sur chaque parcelle de vigne de différents types de châteaux. Et du coup, on est 4 conseillers au sein de ce cabinet de conseil. Donc après, là, je vais vous parler des différentes prestations qu'on fait au sein du cabinet. Donc, appui technique global, c'est surtout un accompagnement, en fait, un suivi du cycle de la vigne, d'une plantation jusqu'avant la récolte, avant la vendange. On fait aussi le conseil phytosanitaire indépendant du traitement jusqu'à l'analyse des résidus dans le vin, qui est qu'on parle beaucoup, surtout en ce moment, des résidus. De la fertilisation, l'entretien des sols et de la conduite globale, c'est-à-dire est-ce qu'on met de l'engrais, est-ce qu'on enherbe pour améliorer en fait la vigne, la vigueur de la vigne ou la diminuer. Après, ensuite, on fait tout ce que la gestion des plantations nouvelles audit agropédologique, c'est-à-dire que quand une vigne est arrachée, qu'elle est trop vieille ou qu'il y a trop de virus, on fait des analyses de sol pour la nouvelle plantation et pour adapter le nouveau porte-greffe ou le nouveau cépage en fonction du sol. C'est pour ça qu'aussi, on fait des cartographies de terroir nous, on pense que le sol est vraiment déterminant pour que la vigne
s'adapte au mieux et qui a une meilleure qualité et une bonne quantité. On fait aussi de l'agroécologie et démarche environnementale. Donc, c'est surtout, en fait, chaque personne est un peu attribuée à une prestation. Et enfin, on fait surtout, là, on va parler encore plus du GPS, car on fait de l'imagerie proxy télédétection et avec une modulation des intrants depuis 2012, c'est-à-dire qu'on va limiter l'impact, on va soit augmenter ou diminuer l'impact des intrants, et surtout grâce au GPS. Et du coup, nous, c'est surtout un conseil. On est conseillé pour les viticulteurs. C'est vraiment un conseil sur mesure. Donc, tout dépend du viticulteur quand il nous appelle. Ça peut vraiment changer d'un viticulteur à un autre. Ça dépend de sa stratégie et c'est concret et appliqué. Donc là, je vais rentrer plus en détail sur chaque prestation et en fait, sur chaque prestation, l'utilisation du GPS. Donc là, pour le suivi technique dans les parcelles, en fait, là, c'est tous les, nous, les 4 conseillers au sein de RVS, on utilise vraiment énormément le GPS et surtout avec une base de données qui s'appelle Process to Wine et ça permet une informatisation du parcellaire. C'est-à-dire qu'en fait, comme on voit sur, je vais mettre un pointeur, sur chaque, là, on voit 2 châteaux, en fait, et sur chaque château, donc, tout est cartographié. C'est-à-dire qu'on a toutes les parcelles de ce premier château, on a toutes les parcelles de ce second château, et toutes les informations, on a toutes les infos. Donc, par exemple, ici, quand la parcelle noire, c'est sûrement un merlot en rouge, un cabernet franc. On a les années de plantation, tous les types d'analyses et tout à l'intérieur. Et ça permet d'être, et avec le GPS sur cette base de données, on peut savoir sur quelle parcelle on est et ça nous permet aussi d'aller sur une autre parcelle et ça permet en tant que conseiller d'être vraiment indépendant et ne pas demander toujours de l'aide ou que quelqu'un soit toujours avec nous. Après, on va rentrer plus en détail et, au niveau on peut faire de la localisation de pieds individuels. Donc, on a un téléphone ou un PDA. Et ça permet à chaque fois qu'on voit un problème dans les vignes, sachant qu'on passe tous les jours dans les parcelles, on peut tout noter avec ce PDA et ce téléphone. Et quand on voit un symptôme, par exemple de jaunisse, de virose, de sélection massale, là c'est un peu dans les détails, mais dès qu'il y a un pied qui a un problème, on note sur le GPS, enfin on fait un point sur le PDA ou le téléphone et on a localisé le GPS et le point de ce pied. Et ça permet de soit d'y retourner plus tard pour l'arracher ou de donner directement ce fichier au viticulteur, comme ça il pourra l'arracher plus tard. On peut également faire des cartographies interparcellaires, attaque de la maladie, carence, stress hydrique. Du coup, quand on passe sur chaque parcelle, par exemple ici, si on passe sur ce merlot et qu'on voit qu'il y a un stress hydrique, on le note et c'est localisé sur cette parcelle. Et ça permet à la fin, quand on a visité tout le parcellaire, de faire plusieurs cartographies et tout est relié avec le GPS. Et on peut faire également des zones, mettons sur une parcelle, s'il y a des zones de vigueur plutôt faible ou de vigueur plus élevée, vraiment une hétérogénéité au sein de la vigne, on peut faire différentes zones grâce au GPS. On utilise le GPS également aussi pour les applications réglementaires et sociétales. En effet, par exemple, au niveau des produits phytosanitaires, il y a des produits qui ont des ZNT de 10, 20 ou 50 mètres. Une ZNT, c'est une zone de non-traitement. Par exemple, il y a des produits qu'on ne peut pas utiliser à moins de 50 mètres d'un ruisseau ou à moins de 20 ou 50 mètres d'un riverain. Et donc, c'est grâce au GPS qu'on sait à quel moment il faut s'arrêter pour ne pas dépasser cette limite. On fait également des repérages des parcelles expérimentales pour l'agroécologie, notamment en fait, pour l'agroécologie, on fait des essais. Par exemple, sur une parcelle de vigne qui a 20 rangs, il y a 3 rangs qu'on va enherber, 3 autres rangs, on va mettre de la moutarde pour savoir l'impact que ça va avoir sur la vigne. Il y a plusieurs choses comme ça, et ça permet, avec le GPS, de se localiser en année N, et surtout, si on revient en N+2, de toujours avoir le point GPS et de vraiment avoir une traçabilité, de voir ce qu'on a fait sur le long terme. Et les repérages des zones de prélèvement, des sols, feuilles, plantes, c'est-à-dire, c'est vrai que si la vigne est vraiment hétérogène, si au nord de la parcelle, il y a
très peu de vigueur, il y a très peu de raisins, ou au sud, il y en a beaucoup. On peut tout délimiter et savoir ce qu'il faut faire et être vraiment plus précis. Par exemple, peut-être que c'est dû au sol, donc on va faire une analyse de sol sur la partie maigre et la partie forte. Au niveau des feuilles, on peut faire des analyses de pétiole. Un pétiole, en fait, c'est la petite tige qui tient la grande feuille de la vigne. Et on peut vraiment faire plusieurs analyses et vraiment améliorer la précision et améliorer après, par la suite, l'homogénéité de la parcelle. C'est le but, nous, en tant que conseillers, surtout agro, qu'il n'y ait pas que la parcelle soit vraiment homogène, qu'il n'y ait pas de vigueur plutôt faible, qu'il n'y ait pas de vigueur plutôt forte au niveau de la vigne, et que ça soit vraiment en moyenne pour une meilleure qualité et une meilleure production. Donc là, on va rentrer un peu plus en détail sur notre utilisation de GPS et surtout avec notre outil, le GreenSeeker. En fait, le GreenSeeker, c'est un capteur embarqué qui permet de faire des cartographies de vigueur pour modéliser un tronc. En fait, c'est-à-dire, on va le voir, ce capteur embarqué, il peut se monter soit sur quad ou soit sur tracteur. On peut le voir ici sur quad ou également ici sur tracteur. Et en fait, le tracteur va avancer et là, entre les rangs de vignes pour ce tracteur. Et en quad, on passe directement dans les vignes. Et en fait, ici, on voit la petite tête. Là, c'est un capteur optique. Ici, il y en a deux parce que du coup, comme ça, on mesure de chaque côté du rang de vigne. Et ce capteur permet d'envoyer un faisceau lumineux infrarouge pour connaître la chlorophylle et en gros, après, obtenir la vigueur de la vigne. Et ce faisceau, il est directement lié au point GPS. Donc là, c'est une antenne Trimble. Et donc, on est précis, c'est du RTK, donc on est précis au centimètre. Et en fait, à chaque point mesuré par la capteur optique va être relié directement au GPS et ça permet de faire après des cartographies de vigueur comme je vais vous présenter par la suite. Donc, cette cartographie de vigueur, comme on peut voir ici, nous, on la travaille, on fait des traitements directement sur QGIS et après, on peut la mettre directement soit sur une console FMX, par exemple, de Trimble ou un téléphone portable. Là, nous avons réussi à la mettre, donc cette carte de vigueur sur Google Earth. Et c'est très intéressant car avec Google Earth, comme sur n'importe quel téléphone maintenant, on a le bouton géolocalisé et on se retrouve directement sur la parcelle. Et ça permet de savoir vraiment si, par exemple, ici, on est dans la zone jaune ou après on se décale dans la zone verte. En fait, la zone jaune, on a créé cette légende, surtout, comment dire, comme si on voyait visuellement la vigne. C'est-à-dire que la zone jaune, pour nous, c'est une zone faible et c'est la vigne, quand elle est faible, elle est jaune. Et quand elle est vraiment de vigueur forte, elle est plutôt verte. Donc là, quand on est jaune, c'est plutôt une vigueur verte. Et quand c'est vert foncé, vert plus important, c'est une vigueur moyenne. Et notre but, c'est vraiment d'obtenir ce vert-là partout et pas avoir une hétérogénéité plutôt à gauche du jaune et là un peu du vert plus foncé. C'est vraiment d'homogénéiser chaque parcelle. Et donc là, c'est important comme ça, on peut voir les différentes zones de vigueur et c'est surtout que ça permet de nous, à l'avenir, donc là, on fait des cartographies de vigueur surtout mai, juin, juillet, août. Et on fait après des cartos de préconisation sur tout l'hiver. C'est là où les viticulteurs vont épandre de l'engrais ou de l'amendement. Et comme on peut voir ici, donc là, c'est une cartographie de préconisation. Donc, en fonction des différentes zones de vigueur qu'on a trouvées grâce à la cartographie de vigueur, on peut faire une carto de préconisation. C'est-à-dire que, par exemple, en bleu, ici, sur la parcelle, on va apporter, par exemple, de l'engrais, ou ça peut être toute autre chose, et comme ça. Et en rouge, là, on n'apporte pas. Ça permet par exemple, en bleu, c'est ici qu'il y avait de la vigueur plutôt faible, donc qui était plutôt jaune sur la cartographie. Donc là, on va apporter de l'engrais pour augmenter la vigueur et pour qu'elle devienne plutôt moyenne. Comme je vous ai dit tout à l'heure, c'était vraiment pour homogénéiser cette parcelle. Et ici, quand c'était une zone rouge, en fait, la vigueur était plutôt forte. Et du coup, en fait, ça ne sert à rien d'apporter quelque chose. Faut mieux rien faire. Et comme ça, elle va diminuer un peu et toujours dans l'optique d'avoir une homogénéité de cette parcelle. Et ça a beaucoup donc, ces différentes mesures avec le GPS et ces cartographies, c'est vraiment une maîtrise de la préconisation. Ça permet de limiter les intrants. Par exemple, du coup, dans cette zone rouge, on apporte moins d'engrais. Donc, au niveau écologie, c'est un peu mieux. On peut s'en servir pour l'engrais, mais aussi pour les produits phytosanitaires.
Donc, surtout en ce moment avec, comment dire, tout ce qui est, il faut limiter l'impact écologique. C'est vraiment important. Et nous, au sein de RVS, c'est primordial. Et du coup, ça permet, par exemple, dans cette zone, on ne va pas apporter de produits. Et du coup, c'est grâce au GPS. Du coup, le viticulteur, quand il va passer en tracteur, donc soit sur son téléphone, soit sur un FMX, donc une console à l'intérieur de son tracteur, il va être relié, il va être géolocalisé. Et par exemple, quand il va remonter ses grandes vignes, ici, il va ouvrir son épandeur pour mettre de l'engrais, par exemple, tout le long. Et dès qu'il va arriver dans la zone rouge, avec la géolocalisation, ça va s'arrêter. Et du coup, il ne va pas répondre ici. Et donc, ça limite vraiment tous les intrants. Et c'est grâce au GPS qu'on arrive à faire ceci. Et surtout, le GPS permet aussi, avec les différentes cartos, on a un calcul automatique des surfaces. C'est-à-dire que, mettons, si cette parcelle à mesure 1 hectare, du coup, ça veut dire qu'on va apporter sur 0,81 à 0,90 hectares. Et le viticulteur, il sait que s'il faut apporter, par exemple, de l'engrais sur 0,80 hectares, il a directement son stock. C'est beaucoup plus rapide et plus intuitif pour lui. Et il peut directement faire sa commande d'engrais. C'est beaucoup plus simple. Donc, tout à l'heure, c'était vraiment les cartographies de vigueur, mais on s'en sert aussi, par exemple, sur tout ce qui est audit agropédologique. Par exemple, là, sur cette parcelle, du coup, donc là, il n'y a pas de fond aérien, mais elle est bien géolocalisée. Là, la parcelle a été complètement arrachée et on se demande, nous, en tant que conseillers, enfin, les viticulteurs nous appellent, ils nous demandent qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme porte-greffe, comme cépage, pour mieux optimiser, pour mieux adapter en fait la vigne avec les différents sols. Et donc, nous, on fait des sondages tarières géolocalisés et des fosses pédologiques. Par exemple, ici, on peut voir le S1, S2, S3, S4, S5. Donc, ça, c'est des sondages tarières et donc ils sont géolocalisés directement sur la parcelle. Et on analyse ces différents sondages. Et par exemple, nous, après, parce qu'en fait, pour être simple, pour faire simple, le zonage avec les différentes tarières, ça permet de voir là où il y a du calcaire. Et en fait, le calcaire, c'est plus important au niveau de la proposition du matériel végétal. Par exemple, c'est le cépage et le porte-greffe. Le calcaire va avoir vraiment un impact sur ces différents cépages ou porte-greffes. Et du coup, faut vraiment le localiser. Et comme ça, nous, après, en tant que conseiller, on peut se permettre de dire ici, on va mettre plutôt ce porte-greffe et ce cépage, et ici, un autre porte-greffe. Et donc, ça, c'est vraiment encore avec le GPS, parce que du coup, par exemple, quand c'est non calcaire, par exemple, c'est en marron pour être simple, du coup, toute cette zone, elle est non calcaire. Donc, on va pouvoir mettre ici un porte-greffe ou un cépage différent qu'ici, par exemple. Parce que ici, c'est très calcaire et le rocher calcaire va avoir un impact sur la vigne. Et du coup, ça permet de faire des différentes zones. Donc ici, une zone plutôt vraiment très calcaire, même en surface. Ici, une zone calcaire, mais en profondeur, qui aura moins d'impact sur la vigne, parce que la vigne, quand même, c'est surtout au niveau des premiers mètres où elle a ses racines. Et ensuite, ici, là où on n'a pas vu du tout de calcaire, et donc là, on va on va pouvoir mettre ce qu'on veut. Et donc, avec le GPS, on peut faire ces différentes zones et du coup, adapter le porte-greffe et le cépage. Et ça permet, du coup, grâce à ces différents zonages de sol, ça permet aussi de savoir, grâce au GPS, si on pourra faire, par exemple, si le S4, on a vu un peu d'eau, de vraiment délimiter la zone de là où il y a de l'eau et pour un drainage éventuel ou la préparation de sol avant plantation, par exemple. Donc là, on va rentrer surtout dans le machinisme agricole, le futur proche, mais aussi le futur un peu plus loin quand même, parce que ces deux tracteurs qu'on voit ici, donc ça, c'est vraiment la nouvelle technologie qu'on peut voir dès maintenant dans les vignes. Donc, c'est vraiment des capteurs, des tracteurs, des robots sans cabine, du coup, sans tractoriste. Donc ça, c'est vraiment tout ce qui est nouvelle technologie au sein de la filière viticole. C'est vraiment du coup l'avenir car c'est vraiment tout est autonome, tout est géolocalisé. Le tracteur est autoguidé, donc il y a vraiment toujours des antennes précises. C'est souvent du RTK parce qu'il faut être précis au centimètre. Il y a des pour pas aller pour pas toucher les autres rangs. Donc, ça fait des nombreuses missions. Donc, on peut tout faire avec ces robots. Donc, on peut tondre du coup l'interrang comme ici.
On peut faire un rognage sur la vigne, on peut travailler le sol, donc limiter, si on travaille le sol, on n'a plus besoin de mettre du glyphosate, par exemple. Donc là, je vous ai mis deux exemples de tracteurs, de robots, mais c'est également aussi, on peut au niveau des drones, tout est relié avec le GPS. Et c'est très intéressant parce qu'en fait, du coup, on a un suivi de trajectoire. En fait, on crée les rangs en amont sur un logiciel QGIS, peu importe, où on passe avec une antenne GPS les rangs sur rang. Et du coup, après ces différents rangs, toute la trajectoire, on la rentre dans ce tracteur et en fait, elle peut travailler toute seule. Il peut travailler tout seul. Et du coup, ça, c'est vraiment le futur proche, mais c'est assez lointain parce que actuellement, on est obligé, enfin, la loi française oblige qu'il y ait quand même quelqu'un à côté qui le guide. Il ne peut pas être vraiment autonome. Donc ça, peut-être, ça va forcément évoluer, mais ça sera plutôt à l'avenir. Donc, pour conclure, les GPS dans les missions agricoles et surtout nous en tant que conseillers et pour nos viticulteurs. Donc là, je vous ai mis par exemple deux photos. Donc ça, c'est le PDA ou le téléphone qui permettent d'avoir comme un bloc-notes en fait directement sur le terrain et de noter tout ce qu'on voit. Par exemple, si on voit un pied virosé, comme tout à l'heure je vous ai dit, on le note, on a directement géolocalisé et ça va directement après sur la base Process to Wine. Et ici, donc ça, c'est la console FMX de Trimble qu'on utilise nous au sein de RVS pour que le viticulteur puisse lire la cartographie de vigueur et être relié directement, être géolocalisé sur son terrain et suivre son avancement avec son tracteur. Donc le GPS, il permet vraiment une meilleure précision et une fiabilité dans tout notre conseil viticole. Donc on est beaucoup plus précis, on arrive à mieux homogénéiser toutes les parcelles. On a une historisation, une traçabilité donc sur plusieurs années, N+1, N+2, car on a une base de données et on peut tout avoir avec la géolocalisation. Ça permet de limiter les erreurs, de parvenir, de savoir exactement, par exemple, sur une parcelle, de ne pas se tromper de parcelle avec le GPS, parce que ça peut arriver, un rang de vigne, c'est exactement le même qu'un autre, mais il peut être à un château différent. Donc, cette géolocalisation est vraiment importante et ça me permet d'être vraiment indépendant. Au niveau de l'organisation, c'est un gain de temps et un gain pour les parcelles. Ça, c'est de savoir où on se trouve, où est-ce qu'on est géolocalisé. Et du coup, si on gagne du temps, on gagne vraiment en précision, ça a un impact forcément sur le coût. Donc, voilà, nous, tout ce qu'on peut faire au sein de RVS avec le GPS, on s'en sert vraiment tous les jours. Voilà. Donc, merci de votre attention et n'hésitez pas si vous avez des questions, ça sera avec plaisir d'y répondre. Merci. Merci Antoine. Merci Antoine pour ton intervention. Ouais, ce que je retiendrai aussi, c'est que du coup, certes, le GPS est là pour localiser, mais il est là aussi et surtout dans ce qu'on a compris, hein, pour limiter, pour optimiser, je dirais, la mise en place, soit d'engrais, soit de produits phytosanitaires pardon, que tu citais. Donc vraiment, une limitation même géographique, territoriale qui est faite au niveau des parcelles. Tu parlais de châteaux parfois qui pouvaient être situés les uns, ou des rangs en tout cas pour les différents châteaux, situés les uns à côté des autres, et donc pouvoir soit les distinguer, soit pouvoir en effet compléter en termes de revenus phytosanitaires ou de revenus d'engrais, de façon à optimiser. Et donc on note encore cette complémentarité de l'outil GPS avec d'autres outils d'analyse bien sûr, et en tout cas là en l'occurrence d'outils qui vous sont propres au domaine de la viticulture. Voilà. Merci à tous les trois pour votre intervention. Ce que je vous propose, c'est qu'on passe à la session de questions. Quelques questions sont tombées pendant vos interventions. Ce que je vous propose, c'est qu'on les reprenne avec Camille. Moi, avant de passer quand même aux questions, ce que je retiens aussi des trois interventions, c'est que le GPS, ou en tout cas le système de géolocalisation, est avant tout un système d'aide à la décision. On l'a vu au niveau du tracking, en tout cas du suivi de flotte, pour du suivi de poids lourds, en tout cas de transporteurs, aide à la décision par rapport sur l'aspect social, mais aussi sur l'aspect technique.
Ce qu'on remarque également sur l'aspect micromobilité, avec le choix des stations, les usages et donc du coup forcément des actions qui sont entreprises à partir des usages ramenés de la géolocalisation. Et puis, on vient d'en parler à l'instant, l'aide à la décision sur la mise en place d'engrais, sur le type de plantation à privilégier selon la nature des sols. Donc vraiment, on a cet aspect-là, je dirais, l'aide à la décision grâce à cet outil qui est le GPS. En tout cas, la géolocalisation, mais en l'occurrence le GPS pour ne citer que lui. Euh, Au travers des questions, la première question qui était arrivée, Ludovic, elle était pour toi, enfin pour toi ou même de façon générale, hein, les uns les autres si vous voulez y répondre. La question était la suivante, par rapport aux API mises à disposition par les constructeurs. Donc quel type d'informations peut-on récupérer? Alors, en fait, vous avez deux domaines de chemin d'information. Vous avez ce qu'on appelle toutes les informations d'ordre social. C'est tout ce qui va tourner autour du conducteur, qui peut être une multitude d'informations. Et puis après, il y a l'autre pan qui est toute la partie données techniques. J'ai envie de dire, on récupère toutes les informations. C'est-à-dire via les API constructeurs, aujourd'hui, les boîtiers sont connectés, ce qu'on appelle avec le chronotachygraphe, donc on récupère toute la donnée sociale et données légales, hein, puisque là-dessus, c'est quand même très encadré, mais aussi toutes les données techniques. Alors, les données techniques, j'ai envie de vous dire, ça va la température de l'huile moteur, à la pression des pneus, au régime moteur, aux vitesses également, hein, on récupère les vitesses. Ça, c'est par l'intermédiaire du chronotachygraphe. Voilà, donc en fait, on récupère toutes les informations aujourd'hui qui peuvent être techniques et qui peuvent être d'ordre, on va dire, social. Quand je dis social, ce n'est pas forcément qu'humain. Vous voyez, par exemple, les vitesses, voilà, si le véhicule circulait à 60-62 km/h, on récupère toutes ces informations-là avec un géocoding très précis pour chacune des vitesses. Voilà. Après, ce qui est important de souligner, donc voilà, on récupère, j'ai envie de dire, une gamme très, 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 très large d'informations. Ce qui est important de souligner, c'est que vous avez aussi, alors les constructeurs mettent à disposition ces informations, mais ils les mettent à disposition en général avec des batchs, c'est-à-dire ça peut être toutes les heures, tous les jours ou tous les 2 jours. Ça, c'est ce qui se passe actuellement. Bon, ça évolue très vite, très très vite. Là où effectivement, quand nous on installe un boîtier, hein, à concurrence, on va dire du boîtier constructeur, c'est toutes les millisecondes, hein, qu'on récupère les informations. Vous voyez, on a juste encore ce petit décalage qui existe, mais ça va très vite. Je n'ai pas ton micro. Merci, j'enchaîne. Alors du coup, on a une deuxième question qui est pendant l'intervention de Pierre, mais je pense qu'il y a peut-être aussi une intervention collective qui peut être faite, mais je la pose du coup, à Pierre. La techno est-elle uniquement GPS ou GPS plus IMU? Alors, IMU, c'est les centrales inertielles. Nous, aujourd'hui, on n'intègre pas de centrale inertielle dans nos produits, parce qu'une centrale inertielle, ça coûte très cher. Et on n'a pas besoin de cette technologie-là pour réaliser ça. Par contre, on couple ça à des accéléromètres, en fait, derrière, qui coûtent moins cher et qui nous permettent de faire le travail par rapport à la réponse du besoin. Donc, effectivement, on a différents capteurs, hein, sur ces produits-là. Donc, GPS, GSM. On peut rajouter aussi du Bluetooth pour avoir accès à certaines autres informations ou transférer certaines informations aussi en local. On a donc effectivement accéléromètre, des capteurs de température et également le CAN bus, enfin un système de transmission receveur CAN pour analyser les données qui proviennent du bus CAN, quoi. Voilà. Donc on a ces éléments-là et après on rajoute parfois certains capteurs additionnels qui nous permettent du coup de consolider certaines autres données. Voilà. Mais globalement, c'est ce qu'on a aujourd'hui. Merci beaucoup. Est-ce que les autres participants aimeraient aussi ont quelque chose à dire sur ces centrales inertielles? Non, pas de commentaires? Non, Ludovic, côté centrale inertielle sur les poids lourds, est-ce que tu as des
Oh, ben, on est dans la même. C'est quelque chose de très Ouais. coûteux aujourd'hui, hein, et Ouais. puis ça apporte pas forcément. Voilà, c'est pas c'est pas l'enjeu premier aujourd'hui. Mm. D'accord. OK. Moi, j'avais une ou deux questions avec différents volets. Tout à l'heure, on parlait du traitement des données, mais surtout de la gestion de la donnée personnelle. Alors, elle intervient principalement sur, alors là, je pense à tout ce qui va intervenir lié à l'humain, hein, donc côté Strada, mais aussi côté Velco. Donc, il y a ce volet-là. Comment est-ce que vous le traitez? Et je dirais après, si j'élargis aussi à RVS, donc pour toi Antoine, tous les trois, finalement, le risque de la capture des données, le piratage des données, comment est-ce que vous le gérez? Puisque ça sera ma transition vers la fin et vers le webinaire qui suivra. Mais finalement, on a vu apparaître d'autres modes de GPS, hein, une version européenne, une version chinoise, une russe, et d'autres alternatives. Tout ça pour, alors, entre autres, je dirais, se soustraire un petit peu, je dirais, du risque ou des interférences qu'on peut avoir, notamment sur des fins stratégiques ou d'espionnage. Comment est-ce que vous, sur ces deux aspects, gestion des données personnelles et puis captation des données, risque, comment est-ce que vous gérez l'affaire? Qui... Bah, Pierre, Allez, je le sais pas, premier, allez. vas-y Pierre. Ah, peu importe. Allons-y. Peu importe. Bon, ok. Bah, nous, de notre côté, alors, il faut savoir que là, il y a deux questions. En fait, dans la question, Ouais, il y a la typologie de capteurs de positionnement qui sont utilisés et effectivement, il y a la sécurisation des données qui en sont retranscrites. Donc, en soi, le satellite envoie sur le produit, enfin voilà, on se repère par rapport au satellite, on repère le produit par rapport au satellite. Voilà, l'information, elle arrive sur le produit. Là où c'est critique, c'est quand le produit réémet via le réseau 2G, 5G sur les serveurs. Et après, le deuxième élément critique, c'est quand la donnée, elle est stockée aussi sur les serveurs. Donc, déjà, le fait que ce soit du GPS, du Galileo ou autre, c'est une chose. Est-ce qu'on va être dépendant ou pas, effectivement, d'une technologie propriétaire par un État ou non? Ça, c'est un choix qui est d'abord d'arriver souvent par des choix purement techniques, parce que ça peut prendre un peu plus de place ou non, selon qu'on veut être compatible sur les différents systèmes ou pas. Et après, un choix aussi effectivement politique, ça dépend où sont vos clients et parfois ils ont aussi des préférences par rapport à ça. Et après, sur purement le traitement de la donnée, bah, effectivement, il faut être capable de sécuriser les protocoles de transmission entre le produit et les serveurs. Et une fois que la donnée elle est hébergée, bah, il faut être capable de la sécuriser. Nous, entre autres, franchement, on a un audit tous les 6 mois là-dessus, un audit technique de cybersécurité par nos clients. Parce qu'on est assez, enfin, on est grand compte, hein, c'est des gros opérateurs de mobilité avec qui on travaille. Du coup, c'est une pratique qu'ils font régulièrement. Voilà, parfois, ils s'y connaissent, parfois moins. Mais en tout cas, c'est sûr, c'est qu'il y a un enjeu majeur de lieu d'hébergement des données et de la manière dont elle est sécurisée. Voilà, ça c'est sûr. Après, dans le comment et tout, ça, on va rentrer dans la technique, mais il y a plein ouais. de moyens de sécuriser les données. Mais en tout cas, c'est les points d'attention sur lesquels il faut porter, quoi. Voilà. Hmm. Oui, bah, nous également, pour éviter de redire des choses que Pierre a précisées, il y a effectivement cet aspect-là. Il y a l'aspect, la technologie je veux dire, de géolocalisation que vous utilisez dépend bien évidemment des fois de la région et des fois de certaines dépendances, parce que nous, on a une implantation européenne, on va plutôt choisir une technologie plutôt qu'une autre, mais elle se switch toute seule, hein. C'est-à-dire si vous passez, on va dire, d'un territoire à un autre et que vous basculez sur notre technologie, c'est totalement transparent pour l'utilisateur. Par contre, il est en connaissance. Ce qui est important, c'est de bien l'informer. Après, en ce qui concerne tout ce qui est le stockage, les connexions. Bien évidemment, il faut que vous ayez dans votre entreprise une stratégie de sécurité très haute. Aujourd'hui, il existe quand même énormément de choses avec des contrôles réguliers. Alors, ça peut être tous les 3 mois ou tous les 6 mois. Nous, on est plutôt sur tous les 3 mois où on fait des vérifications permanentes. Et derrière, on a effectivement nos partenaires hébergeurs sur lesquels on a mis en place des dispositifs avec eux assez hauts, avec des normes internationales de sécurisation de la data et de la donnée. Aujourd'hui, alors après, oui, techniquement, ça peut devenir très complexe, mais il y a des labels, il y a des certifications aujourd'hui qui existent qui permettent effectivement de garantir le niveau de confidentialité. Et enfin,
vous devez avoir vraiment dans votre ADN et dans votre stratégie d'entreprise, et ça, il faut être capable de le montrer, de le démontrer, toute l'application de la RGPD, si vous voulez, avec toutes les composantes qui est l'application de cet encadrement qui est plutôt bien fait, qui est très protecteur de l'usager et de la donnée personnelle. Alors, nous, on traite des fichiers légaux personnels depuis 20 ans, 30 ans. Donc, on est vraiment rompu à cet exercice-là. Vous savez, les temps de conduite vous savez, un chauffeur, en fait, il a sa carte, il a sa propre carte. Ce sont ses données personnelles qui sont envoyées à l'entreprise. C'est pour ça qu'on appelle ça des fichiers légaux qui sont d'ailleurs codés. C'est-à-dire que quand vous prenez, par exemple, un fichier et que vous essayez de le lire, vous arriverez à lire pas grand-chose finalement. Et c'est là où les outils permettent de traduire en fait la lecture de ces données, et c'est ces produits-là qui sont certifiés. En fait. D'accord. Merci. Et Merci pour vos Et du coup, nous, précisions. au sein de RVS, Ouais, en fait, nous, donc toute la donnée qu'on récupère, on l'archive pour nos clients sur les serveurs sécurisés. Mais c'est vrai que c'est des questions que je pense qu'à l'avenir, il faudra se poser en tant que petit cabinet de conseil. Donc, pour l'instant, c'est vrai que cette question ne s'est pas posée, mais à l'avenir, il faudra sûrement. Et également aussi, en fait, toutes nos données qu'on archive, après, on le fournit aux clients aussi. Donc, même pour eux, les différents châteaux viticoles, c'est vrai que c'est des questions, je pense, qu'il faudra se poser à l'avenir parce que pour l'instant, c'est vrai que sur des petits châteaux ou des petits cabinets de conseil, euh, tout ce qui est question de sécurité, c'est vraiment, on débute, quoi. Et ce qui est important, et nous on l'intègre, c'est la possibilité de donner le choix. C'est-à-dire que nous, on a plusieurs niveaux, si vous voulez, de serveurs. Et donc, voilà, on a des clients qui préfèrent des serveurs très locaux. Voilà, ça va être des Françeurs où on sait que la data, par exemple, elle est en France. On va avoir des clients qui, au contraire, vont dire non, bah, écoutez, non, moi, ce qui est important, c'est que ça soit sécurisé. On peut avoir... En fait, il faut donner la possibilité. Il y a des clients aussi qui vont nous dire, mais non, moi, j'aimerais que ça soit sur mon serveur. Voilà. Encore une fois, la data leur appartient. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est redonner cette possession à la data aux utilisateurs. Et donc, ce qui est important, c'est de donner aussi cette possibilité de choix. C'est-à-dire que vous devez avoir une stratégie de sécurité assez haute pour définir effectivement vos règles et usages. Et là-dessus, il faut qu'on communique dessus. Mais derrière, il faut encadrer en donnant la possibilité aussi du choix. C'est-à-dire de ne pas dire non, ne vous inquiétez pas, vos datas, elles sont sécurisées. Non, c'est de pouvoir donner cette possibilité de choix, qui est de dire est-ce que vous voulez un serveur français, est-ce que vous voulez un serveur de ce type-là. Nous, on a dans notre data model architecture, on donne cette possibilité, qui est de dire bah, voilà, le client peut choisir à un moment donné où sont hébergées ses données et chez qui. Nous, sur la France, les Pays-Bas et l'Allemagne, on le constate, hein, on a des clients qui sont basés aux Pays-Bas et qui opèrent en France, en Allemagne, en Belgique, aux Pays-Bas. Et en fait, on a mis en place, au début, on ne le faisait pas, et on a mis en place ça, effectivement. Et du coup, systématiquement, ils veulent que les données soient hébergées dans leur propre pays au maximum, même s'ils opèrent dans différents pays, parce qu'en fait, même pour eux, quand ils ont des audits, l'équivalent de la CNIL chez eux, c'est beaucoup plus simple aussi à justifier et à expliquer, quoi. Voilà. Enfin, et ça les, même mentalement, même si parfois c'est pas forcément fondé, ça Oui, les, un data center installé en France a des règles, alors qu'un data center, il a d'autres règles. Donc, c'est pour ça qu'il y a cette préférence et cette appétence à dire, voilà, je souhaite que mes données soient stockées à tel endroit, par exemple. En fait, il faut donner la possibilité de donner le choix. Ça marche. Camille, est-ce que tu as d'autres questions? Je vois qu'en termes de timing, on est pas mal. Il nous reste 5 minutes. Non, non, je pense qu'on peut effectivement s'arrêter là, sauf si Ça un marche. des intervenants a quelque chose à ajouter de lui-même. Non, avec le Non? dernier mot, bien sûr, au travers on a essayé d'être rapide, c'est un webinaire, on n'a Ouais. certainement pas abordé tous les sujets. N'hésitez pas voilà, à nous contacter. Encore une fois, nous, on a cette volonté aussi d'apporter de l'éclairage et du conseil dans cette galaxie, si vous voulez, du boîtier, du GPS, du tracking et autres. C'est vrai qu'il y a, voilà, on a un patchwork très, très, très complet. Et comme le disait très bien, je pense, RVS, il y a cette notion d'accompagnement qui est important, puisque derrière, il ne faut pas se lancer comme ça, il faut que ça corresponde à son usage, à ses besoins.
faut pas faire une surconsommation non plus du géocoding, hein, sinon on s'en sort plus. Du coup, ouais, c'était aussi le message que je voulais passer. Alors, n'hésitez pas à revenir vers Camille ou vers moi pour Mm. rentrer en contact, soit directement avec nos trois intervenants, nos trois acteurs. Mais en tout cas, voilà, moi, c'était aussi le mot que je voulais passer. Merci à vous trois, merci à Camille, merci à tous. C'est vrai on a pu commencer à voir que tout à l'heure, je parlais de fins stratégiques, d'espionnage avec des complémentarités sur les modes GPS, un Galileo pour l'Europe, un Beidou pour la Chine, par exemple. Mais aussi tout simplement certaines zones qui parfois, de par leur densité, de par de la localisation, un besoin de localisation en indoor, ben, où finalement on détecte les limites du GPS. Et tout ça pour vous dire que finalement, on organisera, alors toujours en partenariat avec Topos, mais dès la semaine prochaine, dès le 1er juin, même créneau horaire, 10h30 midi, un webinaire dédié à ces alternatives au GPS sur des applications, donc là, donc à tourner application, et sur lesquelles on pourra avoir des exemples d'outils, de technologies qui permettent de se passer du GPS, parce que tout simplement, le GPS ne permet pas de répondre aux besoins tels que les exemples que je viens de vous citer. Merci à vous tous. Je vous invite du coup à vous inscrire à ce webinaire si cela vous intéresse. N'hésitez pas à revenir vers Camille, vers moi, et du coup, on fera le lien aussi avec nos acteurs. Merci à vous trois, Ludovic, Pierre, Antoine. Et puis, écoutez, à très vite et bon appétit à vous. Merci. Merci à tout le Merci, monde. Au revoir. merci à vous aussi. Au revoir à tous. Au Au revoir. revoir. Au revoir. Au revoir.